Isam Charour, en fait, je suis professeur à l'université de Lille depuis maintenant à peu près une quarantaine d'années. Et en tant que professeur, donc, j'ai fait un travail d'enseignement, donc au niveau de la licence ou du master. Dans un premier temps, dans le domaine du génie civil, les infrastructures, donc de transport, d'eau, d'énergie. Et depuis maintenant une vingtaine d'années, autour de la question de la ville, dont on va parler tout à l'heure. Et aussi, donc, j'ai une activité de recherche avec des jeunes pour essayer de faire avancer les connaissances. Il y a une vingtaine d'années, le constat, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à gérer les villes. Quand on voyage dans les villes, on a toujours des problèmes. Des problèmes de transport dans certaines villes, des problèmes d'eau, d'énergie, etc. Et avec une complexité extraordinaire de la ville, parce que dans la ville, il y a beaucoup de composantes. Il y a des composantes, bien sûr, sociétales, les citoyens, les organisations, l'administration. Mais il y a toutes les infrastructures. On parle des infrastructures qu'on voit parfois, comme le transport, etc. Mais il y en a beaucoup qu'on ne voit pas, dans le domaine de l'eau, de l'énergie. Et le constat, c'est qu'on avait beaucoup de mal à les gérer. Donc, d'où toutes les difficultés qu'on voyait. Et en même temps, il y avait la révolution digitale, numérique, qui disait, voilà, avec cette révolution, et grâce à la collecte de la donnée, on peut résoudre des problèmes complexes. Donc, la question qui était posée aux acteurs de digital, est-ce que vous pouvez résoudre les problèmes de la ville? Et eux, ils ont dit oui, on est capable de les résoudre parce qu'on peut résoudre tous les problèmes compliqués. Et comment on va les résoudre? On va essayer de collecter les données, les analyser et mieux gérer. Donc ça, c'est la première définition. Et les premières villes intelligentes dans le monde, elles étaient parties sous cette forme-là, une approche technologique. Quelques années plus tard, il y a une autre question qui s'est posée, c'est que la ville, après tout, c'est les citoyens. Donc, si on veut aller vers une ville intelligente, la question, quelle est la place des citoyens et comment les citoyens peuvent participer dans la prise de décision et qu'est-ce qu'ils pensent, etc. Et donc, disons quand on parle de la ville intelligente, il faudra qu'elle soit centrée sur le citoyen et la technologie, elle est là uniquement pour nous aider à satisfaire les besoins des citoyens ou les demandes des citoyens. Donc, ça, c'est les deux approches qui aujourd'hui convergent. Donc, comme quoi une ville intelligente, il faudra qu'elle soit centrée avant tout sur les citoyens, offrir les meilleurs services pour les citoyens et faire participer le citoyen et utiliser les technologies pour arriver à cet objectif. Quand on regarde par exemple les questions de changement climatique, en grande partie, il est lié à la consommation d'énergie. Je prends un exemple comme celui-là. Et la ville joue un rôle très important parce que dans la ville, 80% des émissions de gaz à effet de serre, elles viennent de la ville. Donc tout ce qui va contribuer à réduire la consommation d'énergie, elle va réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc qui est à l'origine du changement climatique. Maintenant, la consommation d'énergie, elle est où? Elle est dans les bâtiments. Donc, il contribue pour une très grande partie au niveau de la consommation d'énergie. Donc, si on réduit la consommation d'énergie dans les bâtiments, on va aller dans ce sens-là. Et aujourd'hui, avec les technologies, on peut effectivement construire déjà des bâtiments qui consomment très peu. On peut aussi beaucoup mieux gérer. Je prends un exemple. Auparavant, quand on chauffait les bâtiments, on chauffait toutes les parties des bâtiments, toutes les composantes des bâtiments, même si on ne les utilise pas. Aujourd'hui, on est capable de dire, voilà, moi je vais utiliser cette salle ou cette chambre de telle heure à telle heure, donc ce n'est pas la peine de la chauffer à 19 degrés toute la journée, je vais la chauffer uniquement sur une partie. Et quand on ajoute tout ça, en fait, ça nous permet de faire déjà beaucoup d'économies. Je prends un deuxième exemple, le transport. Le transport contribue de manière aussi très importante. Le transport, il y a plusieurs choses. Il y a l'utilisation du véhicule personnel. Beaucoup on utilise le véhicule personnel parce que le transport en commun, le transport public ne fonctionne pas comme il faut. Aujourd'hui, il y a des possibilités d'améliorer la qualité de service de transport public pour que les gens les prennent davantage. Il y a la question de covoiturage aussi qui permet aussi d'améliorer. Il y a les questions, par exemple, dans la ville, on passe beaucoup de temps à chercher un parking. Alors qu'aujourd'hui, on peut, dès le début, dès qu'on arrive dans une ville, identifier les lieux où il y a des places dans les parkings. Et tout ça, c'est grâce à cette technologie. Donc, on peut aussi réduire de manière très sensible
la consommation d'énergie liée au transport. Donc avec ces deux facteurs-là, effectivement, on peut avoir à réduire. Je prends un deuxième exemple, l'exemple de l'eau, exemple concret aujourd'hui. Et dans certaines villes, on perd à peu près 50% de l'eau par des fuites dans le sol. Et pourquoi on les perd? Parce que parfois, on a beaucoup de mal à identifier où ce sont des fuites. Aujourd'hui, on est capable de suivre la circulation de l'eau dans les réseaux d'eau, identifier assez rapidement là où il y a des fuites, donc d'intervenir pour réparer. Donc voilà, il y a quelques exemples qui me paraissent assez intéressants pour effectivement aller vers l'objectif de réduire l'effet du changement climatique. Ah oui, la question effectivement de la vulnérabilité de la ville intelligente, c'est une question importante et de fond parce que, après tout, on va laisser la gestion de la ville à des systèmes automatiques, en quelque sorte, ou semi-automatiques. Donc il y a toujours la crainte que des hackers arrivent à prendre le contrôle de ces systèmes, le système de l'énergie, le système de l'eau, etc., qui sont des systèmes très très sensibles. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui une ville où il y a une coupure d'électricité pendant quelques heures? On peut imaginer un peu toutes les difficultés, ou le système de transport, etc. Donc effectivement, on a une difficulté par rapport à ça, c'est qu'avec l'avancement de la technologie, on devient plus vulnérable. Donc c'est une question qui est très très importante, qu'il faudra traiter. Et dès qu'on conçoit un système intelligent, la question de la sécurité, c'est une question qui est centrale. On va réfléchir avant tout à ça et adapter. Ça veut dire que tout le temps, cette question-là, il faudra qu'elle soit posée. Après, il y a la question de la vie privée. Il est vrai que dans la ville intelligente, on collecte de la donnée. Et ces données-là concernent les citoyens. Mais aujourd'hui, il y a quand même des lois. Au niveau européen, il y a la loi de la protection de la donnée qui s'applique. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont en charge aujourd'hui de la ville intelligente ou des systèmes intelligents, il faudra qu'ils fassent très très attention à ce que la protection de la vie privée soit vraiment au cœur. On a des processus aujourd'hui qui permettent de le faire, d'avancer par rapport à ça. Et ce qui est important, c'est la transparence. Ça veut dire que quand moi je travaille avec des données, que je sois transparent, qu'est-ce que j'ai fait avec les données, comment je les stocke, etc. Et aujourd'hui avec la loi, où bien sûr le citoyen il a le droit de connaître les données qu'on a sur lui, qu'est-ce qu'on fait avec ces données, etc. Je pense qu'avec la question de transparence, on peut vraiment avancer par rapport à ça. Donc il y a les deux questions, vie privée, effectivement la loi aujourd'hui en Europe, elle a fait quand même une avancée assez sensible par rapport à ça. Et la vulnérabilité, il faudra qu'elle soit au cœur de tous les systèmes qu'on développe pour la ville intelligente et jamais dire comme quoi ça y est, on a fait, maintenant on est rassuré. Non, parce que nos capacités d'avancer aussi, les hackers, ils ont aussi leur capacité d'avancer, donc ce sont des questions qu'il faudra qu'on pose en continu. Ce que j'avais évoqué, c'est que la ville intelligente, il faudra qu'elle soit centrée sur le citoyen. Le citoyen, il a bien sûr celui qui vit dans la ville. Donc il a des attentes dans la ville. En même temps, il est usager, donc l'expérience usagée est très très importante pour nous. Voir lui comment il ressent les choses, comment il vit les choses. Donc la question de sa participation, elle est essentielle. Maintenant, comment on peut participer dans une ville intelligente? L'une des premières questions, c'est l'accès à l'information. Le fait que la ville intelligente permet aujourd'hui de collecter beaucoup de données, de partager les données, d'avoir de la transparence. Donc cette question-là va nous aider à mieux informer, parce qu'un citoyen qui participe de manière plus efficace, c'est un citoyen qui est davantage informé. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on parle de la ville intelligente, on parle d'une ville où on a de l'intelligence collective. L'intelligence collective, ça veut dire qu'on a besoin que toutes les composantes de la société participent. Et là, à chaque ville, il faudra qu'elle mette en place, à côté de sa structure de gestion, une structure qui associe les citoyens ou la société civile dans la gestion. Cette structure qui associe les citoyens, elle est là pour décider là où on va aller, les priorités, et faire l'évaluation après. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très important. Donc, de la transparence et une participation davantage de citoyens dans le cas de l'intelligence collective. Les meilleurs systèmes aujourd'hui qui fonctionnent sont des systèmes qui prennent en compte la vision usagée.
et le retour de l'expérience usagée. Et quand on parle de la ville, ce sont les citoyens avant tout. Donc, quand on va intégrer les citoyens, on va davantage cibler nos actions, nos priorités, nos investissements vers les attentes sociétales. C'est quelque chose qui est très important. Donc, on va contribuer par rapport à ça. Et l'autre chose, c'est qu'on est plus nombreux à participer, on est plus efficace. Le troisième élément qui est vraiment très important pour nous, c'est la ville, elle est avant tout basée, intelligente, elle est avant tout basée sur de la donnée, sur de l'information. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir l'information? On va mettre des capteurs. Les capteurs vont nous collecter des informations. Mais le citoyen qui est un peu partout, et aujourd'hui avec le téléphone, il peut nous remonter aussi des informations, des observations, des évaluations. C'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que le capteur le plus intelligent qu'on a dans la ville, c'est le citoyen. Donc, on fait participer le citoyen davantage de la ville intelligente intelligente sera davantage intelligente. Le premier exemple qu'on a eu sur les villes était plus avec l'approche technologique. Donc, disons comme quoi dans les villes, il y a le problème de transport, donc voilà, on va travailler là-dessus, le problème d'énergie, le problème de l'eau, etc. Et ils n'ont pas été centrés sur les questions de citoyens. Maintenant, il y a quelques applications qui se développent, des applications collaboratives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de villes où il y a des applications où le citoyen peut l'utiliser pour remonter les informations et suivre aussi. Donc, c'est remonter d'informations. Il suffit seulement, je vois quelque chose dans la rue, je prends une photo, je fais une vidéo, je clique et ça remonte au niveau des responsables et je peux suivre aussi ce qui se passe. Là, ça se développe de plus en plus. Après, il y a toutes les applications qu'on a collaboratives qu'on utilise aujourd'hui, par exemple dans le transport. Quand il y a des embouteillages quelque part, le fait de remonter les informations par les usagers, ça nous permet de connaître l'état de trafic et d'éviter. Et il y a tout ce qui se développe aujourd'hui à travers les offres, par exemple, de logement, les offres de parking, les offres, etc. Il y a quand même pas mal de choses qui se développent, même s'ils ne sont pas organisés, mais ils vont dans le bon sens. Il y a davantage de participation des citoyens, de manière organisée ou pas organisée, peu importe. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il y a des briques dans la ville qui se développent. Et ce qu'on peut espérer, c'est qu'à un moment donné, ces briques, on peut les lier pour arriver à quelque chose de plus important. Là, il faudra voir un peu comment ils fonctionnent. Il y a des briques qui ont été développées et qui sont gérées par le privé. Donc, avec une vision plutôt du privé, il faudra voir quand même de plus près comment ça marche. Et il y a des briques qui sont développées par la société civile, par des associations, etc. Donc, à des buts non lucratifs. Donc, effectivement, on va trouver un peu de tout dans ces briques. Mais ça ne veut pas dire que les briques ne sont pas utiles. Je pense que ce sont des briques qui sont utiles, la preuve qu'elles sont utilisées. C'est ça. Maintenant, il y a tout un travail de sensibilisation au niveau des citoyens pour leur dire « Ok, cette brique-là, elle est utile, mais ça serait bien quand même de comprendre ce qu'il y a derrière, comment elle fonctionne, etc. » Au niveau de la ville intelligente, l'objectif de développement durable et de la ville durable, elle est au cœur. Donc si je prends par exemple l'aspect économique, dans la ville intelligente, bien sûr, on va utiliser la technologie pour fluidifier et rendre nos systèmes plus efficaces. S'ils sont plus efficaces, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent mieux. Il y a de nouveaux métiers qui arrivent, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et il y a de l'attractivité. Aujourd'hui, des entreprises elles préfèrent aller s'installer, bien sûr, dans des villes. Il y a de la technologie, il y a de la paix sociale, parce que ça fait partie de ça. Donc, l'attractivité, elle va aussi se développer. Donc, sur le plan économique, il y a des développements spécifiques sur un marché qui est énorme. Et on peut imaginer que dans la ville intelligente, on va transformer les bâtiments, les infrastructures, etc. Mais ça fait un marché énorme, mais qui est quand même financé par les économies qu'on va faire. Donc, ce côté-là, il n'y a pas de souci. Après, sur le plan social. Sur le plan social, on parle de quoi? On parle de l'éducation, la santé, la culture, etc. Sur l'éducation, si on facilite l'accès aux sources d'éducation à ceux qui n'ont pas accès aujourd'hui, on va dans le bon sens. La même chose au niveau médical. Il y a beaucoup de zones aujourd'hui désertes où il n'y a pas de service médical. Ça peut, avec le service ou la ville intelligente, on peut offrir un certain nombre de services. Sur la culture aussi, aujourd'hui, il y a des streamings, etc., qui permettent aussi de faciliter l'accès. Donc, on peut
faciliter les accès. Après, il y a au niveau de l'interaction sociétale. C'est quelque chose qui est très important. Il est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on peut créer aussi différents groupes, différentes interactions. Même si on est éloigné, on peut interagir, on peut continuer. Donc, en termes de création des liens sociaux, ça peut aider. Mais il ne faut pas non plus faire de l'excès. Il ne faut pas qu'il remplace la présence physique. Et ça peut aider, mais il faudrait qu'elle soit toujours, bien sûr, associée à des présences physiques. Sur la partie environnement, on avait commencé par ça, hein, sur les questions, par exemple, le changement climatique, la consommation d'énergie, les questions de l'eau, la pollution, comment on peut surveiller la pollution, c'est un sujet aujourd'hui qui est très important. Et donc, là aussi, c'est sûr que la ville intelligente va contribuer aussi à réduire la consommation de ressources, les émissions. L'économie circulaire, c'est un sujet qui est très important. L'économie circulaire aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on élimine d'avoir des déchets, un déchet transformé ça dans des ressources. Donc, avec la ville intelligente, quand on met en connexion cette société, ce que je considère pour moi un objet que je ne veux pas utiliser, peut-être pour un autre, il en a besoin. Si je facilite un peu cette économie circulaire, ça va dans le bon sens. Et du fait que la ville intelligente, elle est basée sur la mise en communication. Donc, derrière tout ça, on peut aussi mettre beaucoup de services. Je dirais que, pour moi, la notion de l'intelligence ou la ville intelligente, elle est avant tout une question d'attitude. D'attitude, quel qu'il soit le niveau de développement. Quel qu'il soit le niveau de développement, parce que ça c'est important. C'est quoi? C'est comment moi-même je vais me comporter, comment je vais assumer ma responsabilité à une échelle individuelle ou à l'échelle de la famille ou à l'échelle plus grande, là où je suis, et d'une manière où je ne nuis pas à l'environnement, je ne nuis pas à la société, mais au contraire, je suis au service de la société. Et ça, je vais l'appliquer à tous les niveaux, au niveau individuel et au niveau des entreprises, au niveau des villes, etc. Donc, ce n'est pas lié au niveau de développement, c'est lié à est-ce qu'il y a une prise de conscience à faire le mieux de ce que je peux faire, le mieux de ce que je peux faire. Et le mieux de ce que je peux faire en associant les gens qui sont concernés, en profitant de tous les progrès technologiques, on essaie de trouver aussi les partenariats publics et privés, etc. Et ça nous donne beaucoup d'outils, énormément d'outils. Et je suis certain, avec tous ces outils-là, quel qu'il soit le niveau de développement, on peut faire beaucoup de choses. Et j'irai encore plus loin. Je dirais que les zones les moins développées, ce sont ces zones-là qui ont le plus besoin de cette approche, de cette attitude. Parce que si on les utilise bien, et je crois beaucoup dans leur efficacité, on va aller plus vite, de manière plus efficace, de manière où collectivement tout le monde contribue à cet objectif. Donc je crois beaucoup, je pense que tout le monde peut le faire, quel qu'il soit le niveau de développement qu'on a. Mais c'est surtout, avant tout, c'est une question de prise de conscience et de responsabilité. En fait, le message que j'adresse aux jeunes, c'est vrai que quand je regarde autour de moi, on a beaucoup de messages pessimistes. Pessimistes pour les jeunes. Parce que l'avenir ne paraît pas radieux, avec tous les problèmes qu'on connaît, qu'ils soient au niveau économique, changement climatique, les guerres, etc. Je dirais que ça reste quand même aussi dans leurs mains. Après tout, c'est l'être humain qui construit son avenir, etc. Et je suis certain qu'une prise de conscience de tous ces problèmes-là qu'on a aujourd'hui et de la capacité de l'homme à agir pour réduire leur effet négatif et améliorer les effets positifs, j'y crois beaucoup. Donc, aux jeunes, je dis, soyez optimistes, mais dire qu'il faudra quand même que vous soyez conscients de toutes ces difficultés et utiliser le mieux possible tous les progrès qu'on a aujourd'hui. On a quand même beaucoup de chance d'avoir tous ces progrès, mais il n'y a pas que des progrès technologiques. Et il y a aussi cette relation qu'on a au niveau de la société, sentir responsable de la société, qu'on n'est pas tout seul. Il faut qu'on travaille tous ensemble là-dessus. Donc, il faut qu'on s'implique dans la société. Et je crois beaucoup aussi dans l'importance de la gouvernance. C'est-à-dire qu'il faudra que les jeunes aussi prennent les choses un peu en main. Parce que c'est ceux qui décident qui ont le plus d'impact sur notre société. Donc, prenez aussi votre part pour que la décision collective soit dans le bon sens pour vous et pour le futur.